Monsieur Fontaine, j'ai eu le plaisir de mener avec vous cet entretien aujourd'hui, mais avant toute chose, je vais vous présenter, très officiellement pour commencer. Vous êtes professeur émérite de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université catholique de Louvain. En même temps, vous avez été responsable des services de pédopsychiatrie, de toute l'activité concernant les enfants à la faculté de médecine et dans les cliniques universitaires. En même temps, vous avez aussi été responsable du département enfants et familles du centre de guidance de Woluwe, le centre Chapelle-aux-Champs. À côté de ça, alors là c'est avec toute une série de personnes que vous évoquerez sûrement au fur et à mesure de l'entretien. Vous avez été cofondateur de la Federation of European Psychodrama Training Organizations. Oui. Ici, dans cette pièce. Oui. Vous avez été cofondateur du GIREP, le groupe interuniversitaire Recherche et Pauvreté. Et vous êtes un des membres piliers aussi du groupement belge des formateurs en thérapie familiale. Oui. Il y a beaucoup d'autres choses, mais on en parlera au fur et à mesure. Alors peut-être pour commencer, après cette présentation officielle, vous dites souvent, moi, je suis bilingue. Oui. Flamand, francophone. Et flamand de parents francophones. Voilà. Oui, et ayant travaillé également dans les deux universités de Louvain. Vous mettez toujours en avant deux côtés. C'est un peu bipolaire. Une bipolarité que j'aime bien. Et j'aime pas les... Il faut être vraiment tout à fait d'une polarité et tout à fait de l'autre pour pouvoir faire un bon alliage, je dirais. Vous êtes un peu le spécialiste du dialogue entre chaque fois deux aspects. Je suis à la faculté de psychologie, j'aime bien. Et je suis sorti de la faculté de médecine et au point de vue clinique, je suis à la faculté de médecine. Et j'ai fait des études dans les deux domaines. Et d'ailleurs, c'est peut-être la question suivante. Comment ça vous est venu ça? La médecine, l'intérêt pour les autres, toutes ces questions-là que vous avez travaillé tant d'années. Je n'ai pas seulement eu deux parents, un père et une mère, j'ai eu une tante qui était remarquable, qui était une veuve sans enfant, et elle était infirmière, elle faisait des choses remarquables avec les médecins et ça m'a impressionné. Le dimanche soir, on en parlait en famille, etc. Et ça, c'est une chose. Et d'autre part, la biologie m'a toujours fort intéressé. Mes parents étaient botanistes. Moi, j'élevais des petits animaux, des chenilles, des araignées, etc. Je pense que cet intérêt pour la nature, cet intérêt pour la biologie m'ont aussi poussé dans ce sens-là. Du point de vue quand j'ai fait la médecine, le professeur Nutin donnait le cours de psychologie et ça m'a enthousiasmé à vraiment très fort. Et je me suis demandé qu'est-ce qui m'a sensibilisé à ça. Et il y a une scène qui m'est revenue quand je devais avoir 7 ans environ. J'accompagnais cette tante vers le train qui la ramenait chez elle. Elle me dit, Pierre, qu'est-ce que tu vas faire quand tu rentres? Tu vas jouer au domino avec bon papa? Et je lui dis, oh non, je n'aime plus jouer au domino. Et elle me dit, ah, mais tu sais, je pense que bon papa, lui, aimerait jouer au domino avec toi, ou aime jouer au domino avec toi. Et je crois que ça a été une ouverture vers qu'est-ce que les autres pensent, vers qu'est-ce que les autres ressentent. Mais on en était alors à vos études, la médecine, et puis c'était la guerre. J'ai commencé durant la guerre mes études, mais je les ai interrompues. Je suis allé dans le maquis et travailler dans une ferme. Et ça a été une expérience forte pour moi.
Hein? Quand on vient d'un message bourgeois, j'étais quand même ami avec un résistant qui était un imprimeur et qui a assassiné quelqu'un après la guerre parce qu'il trouvait que la répression n'était pas juste, etc. J'ai vécu des choses fortes. Ouais. Après quoi, vous avez été, dites-moi si je me trompe, mais d'abord à Strasbourg. Oui, je dois dire que j'ai été faire de la pédiatrie à Strasbourg. J'avais envie de faire de la psychiatrie de l'enfant. Les enfants m'attiraient, je pensais que dans les enfants, il y avait plus de possibilités de bouger hein, que les adultes psychiatriques, que c'était plus fixé et de longue durée. Et c'était peut-être la vue qu'on avait à ce moment-là de la psychiatrie adulte aussi. Mais j'ai demandé un avis comment faire la psychiatrie de l'enfant ou la psychologie médicale de l'enfant. Et on m'a dit, Fontaine, faites d'abord la pédiatrie. Si vous ne faites pas une branche sérieuse de la médecine, je m'excuse, hein, pour commencer, vous ne serez pas pris au sérieux. Ça, hein. Et donc, j'ai suivi ça et je suis allé faire la pédiatrie à Strasbourg pendant 2 ans, mais après ça, j'avais vraiment envie de faire de la psychiatrie de l'enfant. Et là, vous êtes parti Je suis parti en Hollande. Je suis parti en Hollande. Oui, racontez. Ce qui m'a attiré en Hollande, c'est il y avait un prof à l'Aisne qui avait une petite clinique, il n'avait que 35 lits, mais il avait dans sa clinique un psychiatre pour enfants et il avait, pas une assistante sociale, il en avait plusieurs, mais il avait un sociologue. Hein, et il était connu pour faire ce qu'il appelait des discussions en triangle. Et bon, ça m'a plu et je suis allé chez lui. Il m'a envoyé d'abord faire de la psychiatrie infantile à Utrecht, où j'ai appris à faire de la thérapie de jeu avec les enfants. J'ai vu faire de la thérapie de jeu de groupe. Le prof faisait ça, on pouvait voir à travers des vitres à demi-teint, on pouvait voir comment les autres faisaient. Et j'ai, je crois, beaucoup appris de cette façon-là. En jouant d'ailleurs aussi. En jouant, beaucoup. Oui, en jouant beaucoup avec les enfants. Je faisais de la thérapie de jeu et je m'occupais aussi un peu de thérapie institutionnelle. Il y avait une petite unité. Il y avait aussi les premiers autistes à cette époque-là. Vous avez dit aussi combien ça vous intéressait les fonctions des gens, les petits métiers, les personnes auxquelles on ne s'intéresse pas. La veilleuse de nuit. La veilleuse de nuit, ça me vient d'un collègue qui aime la complexité. J'étais dans un institut ici en Belgique après votre retour même. J'étais dans cet institut et on demande l'admission d'un enfant qui avait déjà fui dans 4-5 instituts, fui plusieurs fois et on ne le voulait plus. Ben la sœur directrice dit je voudrais le prendre. Je lui dis écoutez, qu'est-ce que nous avons de plus que les autres instituts pour réussir? Qu'est-ce que nous allons faire? Elle ne m'a pas répondu, mais elle a placé l'enfant chez la sœur infirmière que j'aimais beaucoup. Hein? Et cette sœur infirmière a tâché d'apprivoiser l'enfant, si vous voulez. Apprivoiser et il l'aidait à peler les pommes de terre, il l'aidait dans des petits travaux, toujours dans l'infirmerie. Mais à un moment, la sœur supérieure a dit « Sœur Alphonse, je ne vous vois plus à la messe, je ne vous vois plus dans la communauté, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? » Elle a tâché de donner des explications, mais finalement, la sœur a dit, écoutez, vous l'enfermez, ces garçons, et vous venez manger avec nous.
Et la sœur a fait ça, je ne sais pas si elle a dit quelque chose au garçon ou pas, mais quand elle est revenue, l'enfant n'était plus dans le box, ce qui était sa chambre, et elle voyait au radiateur, il y avait un drap déchiré qui pendait. Elle se penche et elle regarde ce qu'il est en pièces et en morceaux au pied de la fenêtre. Et non, heureusement, elle court vite au jardin. Elle se promène un peu, elle voit des buissons qui bougent. Elle dit « Chasse, comme je suis venue pour savoir comment tu veux ton petit œuf. Est-ce que tu veux un œuf à la coque aujourd'hui ou tu veux un œuf sur le plat ?» Et il a dit « Sur le plat. » « Viens, dit-elle. Et je crois, c'est des façons de faire qui sont tout à fait exceptionnelles. Nous ne trouvons pas ça dans nos livres. On nous aura dit, il faut tâcher de rejoindre les sentiments de l'enfant, la peur qu'il a eue, la révolte qu'il a eue, etc. Refléter ça ou je ne sais pas tout quoi. Mais elle n'a pas tout fait ça. Elle lui a pris par le lien qu'elle avait construit avec elle et elle l'a ramené chez elle. Mais où vous avez donc effectivement développé tout cet intérêt pour les petites professions, entre guillemets, oui, et l'ordinaire de la vie. Et l'ordinaire de la vie, oui. Il me semble que ça, c'est quelque chose à quoi vous tenez beaucoup, non? Oui, oui. J'ai beaucoup appris des ethnologues. La personne avec laquelle je me sens le plus proche, je dirais, c'est Erikson, Erik Homburger Erikson. Mais aussi j'ai appris par exemple ces choses, l'observation de la vie quotidienne dans nos pays. Il y a Lévi-Strauss, mais il y a Jules Henry qui a travaillé avec Bettelheim après avoir travaillé avec les Indiens Pilaga et d'autres, etc. Non, et j'ai beaucoup appris aussi des étudiants latino-américains. Quand j'allais chez eux, quand ils m'invitaient dans leur pays, et qu'on est dans une auto, où on est à une soirée, on apprend d'autres façons de vivre. Il n'y a pas une façon de vivre. Nous avons nos préjugés concernant les façons de vivre de toutes les personnes, des personnes pauvres en particulier, peut-être. Ça, on y viendra aussi plus tard. Oui. C'est une part importante de vos intérêts. Oui, j'ai appris des Africains, j'ai appris des Latino-Américains, la monochronie et la polychronie. Mais bon, ça sont des termes, mais c'est mettre l'accent sur les relations ou sur la structure du temps et les structures des relations. Mais donc c'est en 57 que vous êtes rentré Je suis rentré en 57. L'anecdote que vous racontez, c'est dans l'institution où vous avez travaillé à ce moment-là. Et là, vous avez dû choisir pédiatre ou psychiatre. Oui, les pédiatres, je ne m'y attendais pas tout de suite, mais les pédiatres m'ont dit, nous voulons bien vous envoyer des clients, mais si vous ne faites plus de pédiatrie, si vous faites aussi de la pédiatrie sur les bords, ou si vous dépassez la psychiatrie, alors on ne vous envoie plus. Vous devez nous dire ce que vous allez faire. Et j'ai choisi de faire la pédopsychiatrie, et ne plus rester des deux côtés. Et ils m'ont envoyé. Et on a eu des collaborations qui étaient bonnes ici à Louvain. Oui. C'est aussi à la même époque l'école des parents. Oui. Ça, c'est aussi une aventure. Oui. C'est-à-dire, je me suis toujours un peu intéressée à l'école des parents. Même quand j'étais en Hollande, je venais parfois, je gardais des liens. Donc, quand je suis rentrée, ils m'ont un peu accaparé. Et j'avais en Hollande appris beaucoup de choses sur le jeu des enfants, les jouets des enfants, entre autres. Et je faisais des conférences sur les jouets, je montrais
mais ça ne me plaisait pas. En lisant la littérature et les revues de l'école des parents et des éducateurs de Paris, ils faisaient des groupes. Et faire des groupes avec les parents et laisser venir ce que les parents vivent, hein, et les laisser échanger les uns avec les autres, ça me paraissait plus adéquat. Alors, je me suis postulé pour aller voir là, et j'ai été vraiment conquis. C'était Madame Schutzenberger, elle faisait une formation au groupe, l'animation de groupe, qui comportait ce qu'on a appelé à cette époque-là les training groups, les tea groups, et elle faisait ça avec à l'intérieur des jeux de rôle et du psychodrame. Et c'est ça là, on arrive à quelque chose de très important. Ça rejoignait mes jeux avec les enfants, si vous voulez. Est-ce que vous n'avez pas fabriqué vous-même ou inventé vous-même des jeux pour les enfants? Oui, j'ai fabriqué des jeux pour les enfants. On a fait des petites séries de 100 exemplaires, des histoires comme ça. Tout ça dans le cadre de l'école des parents? J'ai d'abord travaillé avec l'école des parents. Ça a été un énorme succès. J'ai introduit le travail de groupe avec l'école des parents. Et il y avait les directeurs d'écoles sociales, toutes sortes de gens, des psychiatres un peu en pointe, tout ça venait suivre des groupes pareils. Hein? Et des groupes qui comportaient combien de personnes? Ça fonctionnait comment? C'était des groupes avec une douzaine de personnes qui se faisaient en un week-end. Il y avait parfois des week-ends pour ceux qui ont déjà suivi un week-end et des histoires comme ça. Mais bon, moi j'étais plus intéressé par ça, mais aussi intéressé par le côté thérapeutique du psychodrame. Et alors nous avons créé notre propre organisation de psychodrame qui s'appelle la Verveine. Il y avait un professeur de l'UCL qui nous recevait dans la pédagogie qu'elle dirigeait et qui nous servait du thé de verveine. Et finalement, on disait quand est la prochaine réunion de la Verveine, hein? Et j'ai dit et pourquoi pas? Je n'aime pas ces grands noms. Je préfère un nom de fleur. Alors le psychodrame thérapeutique, vous dites oui. Je voulais ça. Quelle tournure ça a pris? Comment c'était organisé? J'ai fait venir des formateurs étrangers, des formateurs français, après ça des formateurs anglais. Il y avait des problèmes avec les Anglais parce que les Belges connaissent moins l'anglais, mais j'ai fait ça à ce moment-là avec les Hollandais. Des amis hollandais que j'avais connus à l'époque. Hein. Et moi-même, je prenais la responsabilité entre les séances faites par des étrangers et puis on a fondé l'International Foundation for Human Relations. Et là, j'ai géré des groupes francophones de psychodrame un peu partout en Europe. Dans des contextes institutionnels aussi? Je sais que votre épouse travaillait avec vous au psychodrame et qu'elle était à Lovenjoul. Elle était à Lovenjoul. Avec des malades mentaux. Et comme elle n'était pas bonne bilingue, je l'ai aidée pendant un temps pour se mettre à niveau au point de vue néerlandais quand les francophones ont quitté Lovenjoul. Et oui, je pense qu'elle faisait des choses très bien. Ce qu'il y a de bi. Nous faisons du psychodrame ensemble. Nous ne sommes pas les seuls. En France, la plupart travaillent avec un couple d'animateurs, couple vrai ou couple faux, hein, mais un couple homme-femme. Et là, on retrouve ce qu'on disait au début, le fil conducteur de faire toujours les choses en bi, hein, avec les deux aspects. En bi. Pour avoir ce dialogue. Et oui. Cette complémentarité entre les personnes. Je pense que le psychodrame, c'est en partie le jeu d'enfant
et Moreno le dit que c'est de là qu'il est parti, le jeu d'enfant adapté à du jeu pour adultes. Ce que les enfants font, c'est des changements de rôle. Il dit je suis la maman, et ils jouent des problèmes qu'ils ont visiblement avec leur propre mère, de cette façon-là. Écoute, hein, dans le psychodrame, il y a l'importance de ce changement de rôle. Et Moreno dit que la rencontre entre deux personnes est possible si, en même temps, je peux penser avec toi, je peux te suivre. Hein? Et si toi, tu peux me suivre, s'il y a cette réciprocité d'empathie l'un dans l'autre. Bon, le doublage, si tu me demandes le doublage. Oui, parce que c'est peut-être quelque chose que tout le monde ne connaît pas. On se met derrière, c'est une thérapie de groupe, il y a une personne dans le groupe qui est ce qu'on appelle le protagoniste, qui porte, après discussion de groupe, il y a quand même un problème commun au groupe qui en sort, et le protagoniste porte les problèmes du groupe dans ce qu'il apporte lui-même comme de son problème. Et à ce moment-là, s'il a un problème avec le père ou avec la mère, il prend quelqu'un pour représenter le père, pour entrer dans ce rôle, et l'introduit dans ce rôle. Mais il y a aussi le doublage. Je peux me mettre derrière la personne et tâcher de suivre comment est-ce qu'elle se met. Entrer dans ses positions physiques, avoir suivi tout ce qu'elle dit, et progressivement, je peux entrer là-dedans. Les neurosciences disent que il y a des cellules miroirs qui se trouvent dans mon cerveau, de sorte que même simplement en regardant attentivement, mais si je bouge mon bras, intérieurement, votre bras bouge et vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'il veut me dire, hein? Il veut me dire quelque chose d'important. Hein? Une chose que vous disiez aussi par rapport au groupe, c'est votre intérêt et l'accent mis plutôt sur la santé, d'aller chercher les ressources, plutôt que sur la maladie ou le dysfonctionnement. Ça traverse aussi bien votre travail avec les enfants que le psychodrame. Le travail que j'ai fait par après à l'université, peut-être qu'on peut... Justement, on a... j'ai commencé par une pratique, et ce sera pour cette pratique qu'on me demandera à l'université. Oui. Et ça, j'ai bien noté que c'était pour ma pratique. Ils m'ont dit, mais il faut pouvoir avoir la théorie nécessaire pour prouver votre pratique aussi. J'ai tâché de faire le nécessaire pour quand même avoir suffisamment de pratique, mais j'ai été demandé à la faculté de psychologie à cause de toute cette pratique-là. À cause de cette pratique, par le fait que je racontais de thérapie de jeu, que je faisais parce que je faisais du psychodrame, parce que je faisais du groupe, etc. La thérapie de l'enfant par le jeu, vous pourriez dire, vous faites quoi avec un enfant? Vous allez jouer dans le jardin éventuellement, c'est possible, mais c'est quand même assez rare que j'ai fait ça. Vous auriez un exemple de quelque chose que vous aimiez bien faire? En institut, j'allais parfois me promener avec un enfant. Mais ce qui m'amusait, je sors ici une de mes marionnettes, c'était le jeu de marionnettes avec les enfants. C'est aussi pour ça que le psychodrame m'a intéressé, je pense. J'avais un espèce de râtelier sur lequel il y avait une trentaine de poupées différentes. Et je disais
à l'enfant qui s'y intéressait et qui avait envie semblait avoir envie de faire quelque chose, je dis, si tu veux, tu peux prendre ce que tu veux, et nous pouvons jouer. Et alors l'enfant déposait de ce râtelier, il déposait ça sur une table, et je dis, avec quoi est-ce qu'on va jouer? D'habitude, il en mettait 8-9, c'est beaucoup trop pour jouer. Hein? Avec quoi est-ce que nous allons commencer par jouer? Et puis, il choisissait, et je dis, et lesquels est-ce que moi je dois jouer? Hein? Et il me donnait le rôle du roi ou de je ne sais pas quoi. C'est pas un roi, ça, hein? Non, ça c'est une marionnette que je prenais parfois moi-même quand quand il ne choisissait pas immédiatement ou qu'il jouait, que moi je venais voir ce qui se passait dans son jeu. Dans ce jeu, je suis les idées que lui a. Je lui dis, et celui-là, qu'est-ce qu'il pense? C'est lui qui dirige le jeu, je lui demande qu'est-ce que le roi doit faire, etc. Et à certains moments, je pense que je peux, et je trouvais ça une des règles, je dois pouvoir rester l'animateur du jeu et le thérapeute. Et donc je déposais et je parlais de ce qui s'était passé. Et voilà, bon exemple. Les familles saines ont parlé du travail que vous demandiez aux étudiants. C'était un séminaire. Et donc pour un séminaire, on a un nombre réduit d'étudiants. Je prenais 14 étudiants et je leur disais, vous devez travailler à deux. Hein? Pourquoi à deux? Oui, parce que toujours, hein? Toujours. Hein? Je veux qu'ils discutent entre eux. Hein? Et qu'à deux, ils demandent à une famille s'ils peuvent venir observer comment la famille vit et quelles sont les forces vives de la famille. Qu'est-ce qui fait que c'est une famille qui a de la santé? Hein? Qu'est-ce que c'est une famille? Moi je dis, les familles demandaient parfois, oui, mais je ne sais pas si je suis en bonne santé. Mais si vous vous sentez bien, que ça fonctionne et que vous n'avez pas de problème, ça va. Et si vous voulez, on peut venir chez vous. Est-ce qu'on peut aussi vous enregistrer? Oui. Et on enregistrait 3 fois 2 bandes, 2 heures d'enregistrement. Et puis il fallait remettre tout ça ensemble. Et puis les étudiants rentraient au laboratoire de l'université, débobinaient ça, notaient, sortaient les endroits qu'ils trouvaient très positifs. Ils avaient d'abord parlé un peu avec la famille, naturellement. Ils ne venaient pas tout de suite comme ça. Les endroits qu'ils trouvaient positifs, ils voyaient s'ils pouvaient faire un montage de ces endroits et le présenter aux étudiants, aux autres étudiants de ce groupe. Et ça, c'était les 7 dernières séances, c'était ça. Puisque vous parlez de la famille... Oui, je voulais encore vous interrompre. Allez-y. Ce que nous avons eu, c'est que les parents étaient intéressés de voir ces films. Et en premier, on leur a passé le film qui était le montage avec. Hein, et puis ils ont dit, oui, mais vous discutez de ça avec le professeur Fontaine. J'aimerais assister à cette discussion parce que ça m'intéresse vraiment. Et je dois dire, au début, je n'étais pas tout à fait à l'aise. Je dois dire qu'au début, j'ai dit aux gens, vous pouvez venir, mais vous devez vous taire. Et je me dis, comment est-ce possible? Vous avez changé après. Hein? J'ai changé aussi. Je pense qu'il faut donner le temps aux étudiants de parler un temps. Oui. Mais que pour les étudiants, c'était aussi intéressant d'entendre qu'est-ce que la famille dit. Sûrement. Et ça, c'est des choses que j'ai apprises de Karl Betaker. Eh bien, j'allais justement y venir. Oui? La thérapie familiale. Oui. Vous êtes aussi la personne qui a amené
les travaux de ces pionniers, Minuchin, Whittaker. Oui, Dans les cours, une des je me personnes, souviens oui. personnellement de la famille Gordon avec un petit feu que vous évoquiez dans vos cours. Ça, c'est tout un parcours également, depuis les années 72, vous disiez. Je me rappelle, il y avait Walter Kempler qui est venu et qui présentait pour une 15 ou 20 personnes rassemblées par Lali, présentait des vidéos qu'il avait enregistrées. Et c'était en anglais, mais non seulement en anglais, c'était en slang, en patois new-yorkais. C'était mal enregistré au point de vue son. Et moi, j'avais du mal à saisir, à comprendre. Mais tout de même, c'est vous qui avez vraiment apporté, alors, notamment au Centre Chapelle au Chant, des personnes comme Edith Tillmans. On s'est intéressé progressivement dans le centre et il y avait des cours qui se donnaient en Hollande et j'étais tenu au courant par mes amis hollandais, les amis que j'avais gardés, qui faisaient du psychodrame et tout ça. Et ils me disent, Minuchin vient, c'est 4 fois une semaine, réparti sur l'été, est-ce que tu ne viens pas? Je dis, oui. Alors, mais dans les conditions pour venir chez Minuchin, qui était un grand thérapeute familial. Absolument, oui. À l'époque, maintenant encore, c'est une grande figure. Il était marqué qu'il fallait avoir terminé 4 thérapies familiales. Et moi, on avait fait des petits essais, mais alors on s'est décidé de prendre, vraiment faire une thérapie, selon ce que nous pensions les règles. On ne peut pas voir l'enfant séparément, il faut toujours le voir avec les parents, etc. Et, maintenant, ça a peut-être un peu changé, mais où nous étions très scrupuleux à cette époque. Et j'ai commencé comme ça à Caen le 2 février 72, je crois, avec Jean-Yves Aillé, et on racontait ça aux autres, et les autres commençaient aussi, et nous avons demandé à Edith Tillmans. Edith Tillmans était une étudiante que j'avais eue à la KU Leuven, et qui, elle était en sexologie, elle avait suivi mon cours de psychiatrie de l'enfant, et elle m'avait demandé si je voulais la patronner pour aller faire une formation de thérapie familiale en Hollande. Je dis, oui, mais je ne connais pas la thérapie familiale. Elle me dit, oui, mais vous êtes le seul qui comprend peut-être quelque chose dans l'histoire, vous êtes quand même intéressé, etc. J'ai supervisé ça, et puis la voilà revenue en Belgique, et nous avons été en supervision chez elle, et puis après ça, nous avons demandé si elle ne voulait pas venir travailler à Beaulieu, Où elle est toujours, et on a le plaisir d'être collaborateur. Oui. Et comme ça, les choses sont... Et il y a eu beaucoup de psychiatres enfants, psychiatres adultes, psychologues qui désiraient venir. Et oui, ça c'était le succès de ces formations à la psychothérapie qui avait commencé à évoluer. On va peut-être passer à quelque chose qui est très différent, mais qui est année 87, le Forum du Botanique. Alors ça, c'est tout un pan de vos intérêts sur le savoir des pauvres. Oui. Alors ça, c'est aussi une aventure à raconter. Et comment vous êtes arrivé à créer ce groupe interuniversitaire qui a produit... Oui, vous avez le livre également. Ce fameux livre qui reste... référence en la matière. Qui reste une des références dans la matière. Une bonne référence. Oui. Mais en Hollande, j'avais travaillé avec des personnes défavorisées et leurs enfants. Et je vous ai dit avec un sociologue qui avait même écrit, après que je l'ai quitté, l'éloge de l'inadaptation sociale. Il allait un peu loin.
Mais en même temps, je crois que, mais j'ai dit ça, que les pauvres, par leur inadaptation, inadaptation entre guillemets, donnent un signe que nos écoles, etc., ne sont pas adaptées vraiment, et que ça doit être revu si on veut vraiment une formation de notre société entière. J'ai donc travaillé en Lente, mais puis j'ai été sans beaucoup m'en occuper, sauf peut-être le fait qu'il y avait des enfants défavorisés dans les instituts dont je m'occupais. Et puis, sentant la retraite venir, j'avais décidé, je laisse tomber l'université tout à fait. Je m'occupe encore de deux choses. Je voudrais m'occuper de la pauvreté, parce que ça m'avait intéressé, je n'ai pas vraiment pu faire ce que je voulais. Et je voudrais travailler le psychodrame au niveau européen. Eh bien, alors, la pauvreté, je me suis adressé à ATD et eux se sont adressés à moi. Il y avait Christian de Beust qui était un peu conseiller chez eux, représentant des universitaires dans leur milieu, et il m'a demandé si je ne voulais pas le remplacer. J'ai dit à partir de 1980, et à partir de ce moment-là, je suis allé régulièrement chez eux et j'ai appris des choses, des choses très simples. Aux pauvres, il ne faut pas donner. Ce qui les valorise le plus, c'est qu'ils peuvent me donner quelque chose. C'est que je les écoute, que je les respecte, etc. Et c'est dans une autre forme de relation avec eux que je suis allé. Donc après toute cette expérience avec ATD, vous avez fondé le GIREP. Oui. Groupe interuniversitaire, recherche et pauvreté, qui a fonctionné comment? Vous pouvez nous le dire brièvement? Mais nous avons pensé que travailler avec les pauvres et tenir compte du point de vue du pauvre était quelque chose d'important. Et nous avons mis ça en avant, nous avons voulu avoir une bourse à ce sujet, nous sommes passés à côté, on nous a refusé ça, ça semblait être de l'idéalisme. Pour un des experts et pour l'autre expert, ça semblait une possibilité nouvelle de travail. L'idée étant un échange de savoir. Un échange de savoir. Vu d'en haut. Et vu d'en bas. L'université, vue d'en bas, oui. Les pauvres. Et rejoindre les pauvres en bas et être avec eux et puis prendre distance d'eux également et réfléchir et concocter des choses. Par après, avec ATD, on a fait une autre expérience qui s'appelle le croisement des savoirs, où il y avait 12 professeurs d'université, 14 militants d'ATD, et nous avons pendant 50 jours discuté ensemble, et de ça est sorti quelque chose qui m'a intéressé, c'était par petits groupes. Nous avons travaillé les projets familiaux et le temps. Beaucoup de gens pensent que les pauvres ne font pas de projets, ne vivent le temps dans le maintenant. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire, ils ont vraiment des projets, mais ils n'osent pas faire de projets, mais ils les ont en eux. Bon, ça c'est... C'est une des nombreuses choses que tout ce travail met en évidence. Ce que ça m'a appris, c'est de faire de la recherche avec les pauvres, en partenariat. On peut terminer cet entretien en vous demandant, vous diriez quoi maintenant aux jeunes collègues à qui on s'adresse, à tous ceux qui ont à recevoir quelque chose que vous transmettez? Je pense qu'il y a eu mes choix. Chacun fait ses choix. Mais il y a eu mes choix et c'est aussi d'avoir 2-3 formations thérapeutiques et une vue peut-être large.
Et je défends cette position. Peut-être que je ne suis pas celui qui va jusqu'au bout des histoires dans chacune de ces thérapies, mais je défends ça comme formateur, comme dans un centre où les gens doivent trouver leur chemin. Je pense aussi qu'il y a tout un avenir. Je me sens, mais pour ça j'aurais besoin de ce graphique, je me sens dans le coin supérieur droit où je vois que la médecine est dans le coin inférieur gauche. Oui. C'est un schéma qui prend d'une part les différents domaines de la médecine qui commencent par l'atome, la microbiologie, les organes, l'organisme, la personne, les familles, mon voisinage, mon environnement et le monde. Et je crois que nous sommes confrontés à une question de mondialisme. Et donc vous conseillez plutôt d'aller du côté, tout en tenant compte du côté pointu de la recherche des moléculaires et tout ça. Oui, il faut en tenir. Mais d'aller là-haut dans la rencontre, quoi. Aller là-haut dans la rencontre et sur l'horizontale de mon groupe, il y a arracher le mauvais, la maladie, ou bien traiter la maladie, ou traiter le malade, ou l'aider dans son bien-être. Ça va de la maladie à la santé. Et je suis pour, comme vous avez perçu, pour les forces saines de la famille, les forces saines que je vois dans les groupes. Eh bien, Monsieur Fontaine, il me reste maintenant à vous remercier. Marie-Cécile, merci. Résumé comme ça tant de choses et on reste avec beaucoup de questions et de non-dits. Mais voilà. Je reste avec mes secrets aussi peut-être, avec certains secrets. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir.